C'est quelqu'un qui avait une haute connaissance du droit, mais un grand philosophe qui disputait intellectuellement avec ses interlocuteurs au niveau philosophique et qui allait reprendre la pensée d'Aristote. En matière philosophique, on le sait, en matière de chimie, de physique, de médecine, et vous connaissez bien entendu toute la somme et tout ce que fut le travail de Ibn Sina, de Avicenne, qui sont des gens qui sont ou des philosophes ou des médecins, avec tout le domaine de la mathématique également. Qu'est-ce que cela prouve? Cela prouve quand même une chose à tous les amnésiques d'aujourd'hui et les musulmans au premier chef. C'est que si 2 à 3 siècles après la révélation, la production scientifique a été aussi importante, avec une aussi grande fidélité aux principes de l'islam, c'est que rien en islam ne s'oppose à la production scientifique. Au contraire, elle l'a promue et encouragée avec cette idée que plus tu sais, mieux tu crois. Et que tu vas prendre de quiconque sait. Et ça, si simplement aujourd'hui, au XXe siècle, on pouvait se souvenir de ça, que nos prédécesseurs, les grands savants de l'islam, n'allaient pas demander la religion de leur interlocuteur pour savoir s'ils pouvaient discuter ou prendre ce qu'il avait de conscience et de savoir. Ce que tu sais, qui que tu sois, m'appartient si ce que tu sais est vrai et si c'est juste. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, je prends parce que ça m'appartient, ça fait partie du patrimoine humain, comme tu dois prendre de moi. Il s'agit de questions de science, de connaissance. Les débats qu'il y a eu entre les traditions juives, chrétiennes et musulmanes dans l'Andalousie sont riches d'échanges par rapport à notre frilosité d'aujourd'hui, où quand un non-musulman dirait une vérité scientifique, la vérité scientifique serait sujette à caution puisqu'il n'est pas musulman. Je ne sais pas d'où ça nous vient, mais ça nous vient très mal. Très mal, ça n'a rien du tout, rien à voir avec la dimension et la rigueur de nos prédécesseurs qui avaient compris que tout argument de vérité scientifique nous appartient parce qu'il est basé sur la connaissance des choses, et ils n'ont pas jeté Aristote parce qu'Aristote n'était pas ni chrétien ni musulman et qu'il n'avait pas cette approche. Tout ce qu'il a dit d'intéressant, ils l'ont pris et ils l'ont réadapté à une pensée qui était construite dans le sens de ce qu'ils croyaient. Bien. Eh bien, toute cette période-là a été formidable. Et ne l'oublions pas, parce que souvent on parle que de la période andalouse, on parle du 9e et 13e siècle, et on s'arrête là. J'aimerais que vous n'oubliez pas, pour tous ceux qui ont aussi une idée sur la grande époque arabe ou des arabo-musulmans de la péninsule ibérique ou de l'Andalousie, là aussi, on nous a poussé nous-mêmes à l'amnésie. L'un des siècles qui est le plus florissant en matière architecturale, en matière de promotion universitaire et de pensée intellectuelle, n'est pas simplement un siècle qui est lié avec la présence arabe, mais c'est le XVIe siècle avec Suleiman le Magnifique. L'une des réussites en matière sociale, politique, intellectuelle et scientifique les plus fameuses. Mais là aussi, ayant oublié le sens de notre religion qui fait de nous des frères au-delà de nos origines, parfois on a glorifié l'arabe et dénigré le turc, et que ça n'a rien à voir avec nos principes. Que l'un des siècles les plus florissants en matière scientifique est le siècle de Suleiman le Magnifique, un turc, qui a promu lui aussi une pensée scientifique extrêmement élaborée, et ceci ne faudrait pas l'oublier, comme, bien entendu, d'autres. Cette période-là va être celle qui va promouvoir, participer, orienter et enraciner tout l'éveil de la conscience européenne, qui va être, à partir de la Renaissance, puis dans le siècle des Lumières, le substrat de ce qu'on appelle la naissance de la science moderne. Et que si aujourd'hui on nous pose la question de est-ce que l'islam peut s'accommoder avec les sciences modernes, c'est une question qui se pose sur l'état actuel de notre société, mais qui dans l'histoire a trouvé sa réponse, puisque l'islam en Europe a participé à l'édification de la pensée rationaliste et expérimentale. Il y a non seulement participé, raison pour laquelle c'est très très surprenant de voir aujourd'hui des gens qui nous disent, par rapport à la nouvelle présence des musulmans en Europe, comment est-ce que intellectuellement vous allez vous intégrer?
Et alors on devrait quand même le rappeler, mais attendez, vous avez à peu près 5 siècles de retard. Nous sommes déjà intégrés intellectuellement. Parce que ce qui a été le produit de la conscience européenne participe totalement de notre rapport d'être. La question n'est pas de savoir si on peut penser avec la tête en islam. C'est jusqu'où on peut penser avec la tête en oubliant son cœur. C'est la question que nous posons. C'est jusqu'où je peux aller avec ma tête. C'est pas si je peux utiliser ma tête. Je dois utiliser ma tête. Et quand on nous pose la question, c'est de dire, oui, vous êtes encore dans le domaine du dogme, venez un peu avec votre tête parce qu'on sait suffisamment que vous avez des dogmes. Et les musulmans d'oublier qu'ils ont participé, que nous ne sommes pas du tout étrangers à cette pensée de la rationalité, et que c'est surtout notre propre amnésie qui nous a amenés à cette situation-là. Donc, la conscience européenne, la pensée scientifique, le rationalisme européen trouve ses racines également dans une forte contribution de la présence musulmane, à partir du moment où la présence musulmane et la construction scientifique partaient de cette conception dont je vous ai parlé, plus croire pour mieux, plus savoir pour mieux croire. Avec cette idée également qu'il y a une chose qui va se passer. Récemment, dans un livre avec un professeur à l'université en Suisse, il me dit, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi à un moment donné, les musulmans se sont arrêtés et pourquoi l'Europe s'est émancipée? C'est une vraie question, ça. C'est une vraie question à laquelle il faudrait faire des idées. On n'aurait pas le temps là maintenant, ce serait un exposé à lui tout seul, en matière d'approche historique. Mais en tout cas, une chose qui est très très importante, qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'à l'époque où l'islam et les musulmans sont en train de développer une pensée scientifique, ils sont toujours et en permanence liés à des limites. C'est-à-dire qu'ils avancent, mais qu'ils n'oublient pas les limites. Jusqu'à l'astronomie, on pense toujours, attention, on ne peut pas. Et que cette attitude, quand elle va être prise par la tradition occidentale, va l'être au moment où, en Occident, on prend la science contre le religieux. C'est-à-dire que le religieux ne joue plus son rôle de garde-fou. La science s'émancipe contre le religieux sans limite. À partir de ce moment-là, elle s'émancipe d'autant plus. Et que vous allez avoir dans la tradition musulmane un frein permanent, jusqu'à un étouffement d'ailleurs, puisqu'on va devenir extrêmement pointu sur le fiqh, sur le droit, mais avec très très peu de créativité intellectuelle au sens de rapport à son environnement extrêmement dynamique comme ce fut le cas. On va devenir extrêmement frileux, parce que c'est comme ça, les hommes sont comme ça. Dès qu'ils se sentent en danger, ils deviennent frileux. Quand ils deviennent frileux, ils deviennent crispés. Quand ils deviennent crispés, ils pensent moins. Et ils pensent mal. Alors qu'à côté de ceci, vous avez une Europe qui prend l'attitude rationaliste qu'elle a trouvée dans d'autres traditions, la tradition juive en Espagne et la tradition musulmane, se l'approprie, mais c'est au même moment où elle s'émancipe de la limite religieuse. Donc elle ne se trouve point limitée par la référence, et c'est ce qui va lui permettre effectivement d'aller très très loin, même au nom d'objectifs politiques, comme ce sera le cas de la colonisation jusqu'en Amérique du Sud. Donc on a à ce moment-là une sorte de renversement de situation qui est daté historique. Quand on sait ceci, quand on s'aperçoit de cette histoire-là, qu'il ne faut pas oublier, et quand on garde en mémoire la dimension de l'islam par rapport à la connaissance, on en arrive justement à cette troisième partie qui est en même temps ma conclusion. Cette troisième partie, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'effectivement, à un moment donné de cette histoire, sur la fin du Moyen-Âge et à partir de la Renaissance, et plus spécifiquement quand il va y avoir une véritable émancipation en Occident par rapport aux références religieuses, c'est-à-dire grosso modo entre le XVIIe et le XVIIIe siècle avec le siècle des Lumières. N'oubliez jamais qu'on appelle le siècle des Lumières quelque chose qui s'oppose à le siècle, à la référence de la lumière. Les Lumières, c'est la rationalité, si vous voulez, c'est le regroupement générique des rationalités qui sont des lumières, c'est-à-dire le pluriel, contre la lumière qui est celle du Dieu créateur, donc une émancipation, et puis un étouffement dans la tradition musulmane ou dans la civilisation islamique. On a donc quelque chose de ce point de vue-là qui va aller dans un sens totalement inverse. Et n'oubliez jamais, puisque l'histoire des civilisations, et là Antoine de Libera le dit bien, c'est assez étonnant, et même Gibb le dit également, qui est un orientaliste, il dit c'est étonnant.
La floraison scientifique pendant l'histoire musulmane a été concomitante à la proximité du religieux. Floraison scientifique, proximité du religieux. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe dans la tradition chrétienne, et en particulier catholique dominante. Pourquoi? C'est dans la distanciation de la référence cléricale que naît la floraison scientifique. C'est exactement l'inverse. Donc on a, de ce point de vue-là, deux dimensions qui sont inverses. Et on arrive aujourd'hui, effectivement, à une situation où la rationalité est devenue la norme pour elle-même. Et la science le produit pour lui-même. C'est-à-dire, et c'est ce que également met en évidence Dominique Volton dans sa façon de traduire la modernité, on en est arrivé à une perception où le progrès, où la connaissance, parce qu'elle augmente, se justifie par sa propre augmentation. Puisque je sais plus, ça justifie que je sache. Comprenez bien. Ça, c'est une pensée de la quantité. Puisque je sais davantage, le seul fait que je sache plus justifie le fait que je cherche à savoir davantage. À partir, bien entendu, d'un présupposé que l'on espère, que cela va me permettre de mieux maîtriser les éléments. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Aujourd'hui, on a des sphères entières de savoir qui sont justifiées par le seul fait que notre connaissance augmente. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est un savoir qui est utile dans les conséquences pratiques. Donc on a un progrès auto-justifié, une technologie auto-justifiée, une science auto-justifiée. Et c'est là que vient la véritable question pour nous, et qui se pose à pratiquement tous les savants aujourd'hui, c'est la question fondamentale des limites. Et c'est là qu'on revient à notre conception fondamentale du cœur et de l'esprit qui pose la question des limites. En d'autres termes, nous dirons une chose, et vous l'avez compris dans tout l'exposé, c'est une des conclusions, mais avec en même temps la vigilance dans cette conclusion. Il y a dans tout l'enseignement islamique non pas simplement un respect de la science, mais un commandement de la science. Un ordre. Sache, apprends. Et vous le savez, on vous l'a beaucoup répété, que les premiers mots révélés étaient li, qui est un appel au savoir. Bien. Nous dirons donc comme principe, à la lecture des sources islamiques, il n'y a rien qui s'oppose fondamentalement au savoir, et au contraire, que c'est une dimension de commandement. Mais vient la vigilance. Au moment où je dis ceci, l'islam nous dit, et par rapport aux sciences modernes, une dimension fondamentale, c'est que il ne faut pas aller à l'excès dans la compréhension du commandement et du respect jusqu'à l'idolâtrie de la connaissance. Parce qu'on peut idolâtrer le savoir. Et ça, c'est de l'associationnisme. Quand on commence à placer haut tout ce qu'on sait avec sa tête, on finit par oublier tout ce qu'on doit savoir avec son cœur. Quand la tête prend tout dans notre être, quand ça devient l'objet de la compétition, plus savoir, plus maîtriser, plus et plus encore, jusqu'à cette compétition folle que nous avons sur la Terre, jusqu'à l'armement d'ailleurs. Parce que l'armement, c'est quoi? La course à l'armement, c'est quoi? Toi, tu maîtrises davantage, je maîtrise davantage, et puis on en arrive à ce tremblement, finalement, vous avez face à face deux puissances nucléaires, et finalement, il n'y a qu'une crainte qui peut naître de ça. Une crainte pour plus savoir, mieux maîtriser, être dans la compétition négative, alors que ce qui nous est dit, c'est rivaliser de bonté, pas de négativité. Eh bien ici, premier élément, la non-idolâtrie du fait du savoir, c'est celle qui nous ramène à notre conception de l'homme, savoir avec la tête, mais ne jamais oublier la lumière du cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne suffit pas de savoir avec sa tête. C'est-à-dire que du point de vue du critère de l'évaluation de l'homme en islam, si tu ne sais qu'avec ta tête, tu es encore la moitié d'un ignorant. Si ce n'est davantage. Si ce n'est davantage. Cette dimension de ne jamais idéaliser la maîtrise intellectuelle,